Merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Je m'appelle Maria Koulibaly et je suis Curator and Researcher. Et aujourd'hui, je vais pouvoir avoir la chance de poser des questions à Binkadi Emmanuelier sur son livre Invisible. Donc, Emmanuelier, vous êtes avocat de formation. Comment vous en êtes venu à écrire ce livre Invisible? Alors effectivement, bonjour déjà. Je suis ravi d'être là, c'est un plaisir. Merci encore une fois à Karen et à Bernd de m'avoir offert cette opportunité. Ça fait 4 ans maintenant qu'on se connaît finalement Karen a un petit peu suivi mon parcours et le parcours de ce livre-là, et pour moi ça a beaucoup de sens du coup d'être là aujourd'hui, de pouvoir partager ces quelques paroles avec vous, et merci beaucoup aussi au consulat français à Toronto pour leur aide et leur support dans cette petite aventure. Donc pour répondre à votre question, effectivement moi je suis né à Bordeaux, j'ai fait des études de droit qui m'ont amené à Paris, droit des affaires et de la propriété intellectuelle, parce que j'ai toujours voulu être proche du monde de la création. C'est un univers qui m'a toujours passionné, fasciné. Mon père est du Burkina Faso. Il a été initié quand il était jeune aux instruments traditionnels d'Afrique de l'Ouest, balafon, djembé, ngoni, kora, etc. Il a transmis à tous ses enfants, moi y compris, ces traditions-là. Et on avait un groupe en grandissant de musique traditionnelle. J'étais dans une troupe de cirque quand j'étais enfant aussi. Donc j'ai toujours été bercé dans les arts. Et donc finalement, même si je me suis orienté vers le droit, il y a un moment où je me suis rendu compte que je serais épanoui qu'en travaillant dans le monde des arts et de la culture. Donc une fois mon diplôme d'avocat en poche, en 2016, j'ai décidé de me laisser 1 an pour rebondir ailleurs, et j'ai atterri dans une institution que j'avais découvert en arrivant à Paris en 2010, qui est l'Opéra de Paris. J'ai tombé amoureux de cette maison, du ballet notamment, spécifiquement, et c'est une maison dans laquelle je passais beaucoup de temps, et j'ai fini par y travailler au sein de la structure de mécénat de l'Opéra qui s'appelle l'AROP, sur des missions de relations presse, relations publiques et recherche de nouveaux mécènes. Et voilà. Et donc de 2017 à 2021, j'ai travaillé à l'Opéra, et c'est pendant ces années-là qu'est survenue la mort de George Floyd, et puis l'ensemble des prises de conscience pour certains, ou en tout cas d'une médiatisation des questions de racisme, de diversité, d'absence de diversité, de représentation, d'absence de représentation, qui m'ont amené aux côtés d'un groupe de danseurs noirs et métis du ballet, que je connaissais bien à l'époque, à prendre la plume pour rédiger un manifeste qu'on avait intitulé « De la question raciale à l'Opéra de Paris », pour ouvrir une conversation sur ces sujets-là, qui ont toujours été très tabous dans cette grande maison très ancienne, qui est un petit peu aussi peut-être la carte de visite de la France en matière artistique. L'opéra, c'est vraiment une nation qui rayonne beaucoup, et donc cette démarche qui a duré presque 1 an d'ouverture d'une conversation sur la question raciale m'a amené à quitter la maison, quitter l'opéra pour fonder ma propre agence et pour travailler du coup selon mes méthodes sur cette question raciale en France, et du coup avec ce projet qui est l'aboutissement d'une des démarches que j'avais entamées dans ce cadre-là. Et donc comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir écrivain? Est-ce que vous avez rencontré des challenges en particulier? Ce livre a été coécrit avec Léo Klockner. Comment c'était? Disons que donc, je suis parti en 2021 pour fonder mon agence, on en parlera un petit peu plus après, qui s'appelle Norme, qui a 3 branches d'activité, et notamment une branche studio. Donc où ma volonté, c'est de développer des projets culturels et artistiques qui mettent en lumière la question notamment de la présence des personnes noires en France. Et en fait, dans le cadre justement de mes recherches et de mon travail autour de ces questions-là, j'avais un article à écrire en fait pour un magazine. J'avais une carte blanche. La seule condition, c'était que ce soit en lien avec le mouvement Black Lives Matter et en fait l'antiracisme et la mobilisation pour une société plus équitable. Et donc j'avais choisi d'écrire un article sur le fait que dans les réflexions sur le racisme, sur la race et sur les personnes noires en France, la plupart des références que les Français ont sont des références américaines, plus particulièrement états-uniennes, en termes de grands personnages. Donc vous descendez dans la rue en France, vous faites un micro-trottoir, vous demandez à n'importe quel Française qui passe de citer des grandes personnes qui ont marqué l'histoire, des personnes noires qui ont marqué l'histoire à travers leur combat pour la justice, l'égalité et la liberté. On va vous citer très facilement
Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, les Black Panthers, Nina Simone, pourquoi pas Nelson Mandela, etc. Mais si vous leur demandez de citer une personne française, ou en tout cas qui a un lien avec l'histoire de France, alors peut-être Josephine Baker, mais c'est un peu triché parce que voilà. Mais peut-être Léopold Senghor et peut-être Aimé Césaire pour les personnes les plus cultivées et même, mais sinon c'est un peu catastrophique. Et c'est pas parce que ces personnes n'existent pas, c'est juste parce que les Français ne les connaissent pas. Donc j'avais envie d'écrire sur ça et dans l'article je parlais beaucoup de mes souvenirs d'école. Donc moi je suis un enfant des années 90, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même un petit moment. Et donc moi j'ai aucun souvenir d'avoir vu passer des grands personnages noirs afrodescendants dans mes cours d'histoire, voilà. Et donc j'avais décidé quand même de vérifier que ça n'avait pas changé depuis, et j'avais contacté Léo Klockner, qui à la base on se connaissait très rapidement, surtout via les réseaux sociaux, et surtout on avait vu nos mobilisations respectives, lui dans l'éducation nationale, parce qu'il est très mobilisé aussi sur ces questions, et donc on avait pris un café pour que lui me dise effectivement si les programmes avaient évolué depuis, et si on va dire les programmes s'étaient un petit peu diversifiés en termes d'origine ethno-raciale, et donc sa réponse a été assez directe. C'est toujours pas le cas, ça manque toujours beaucoup. Les figures historiques qui sont étudiées dans les programmes scolaires sont toujours très masculines et très blanches. Et donc lui me disait que quand il veut féminiser ses cours, parce que les profs ont quand même une petite marge de manœuvre pour un peu adapter à leur façon, quand il veut féminiser ses cours depuis, on va dire, 5-10 ans, il peut se rendre en librairie. Il y a un certain nombre quand même d'ouvrages qui mettent en lumière des trajectoires de grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Celui qu'on avait le plus en tête, c'est une bande dessinée qui s'appelle Culottée de Pénélope Bagieux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sa série de BD a eu beaucoup de succès. Donc il disait voilà, je vais chercher des exemplaires, j'ai fait acheter par le CDI, je fais des photocopies, et puis on se focalise pendant un cours sur telle femme. Par contre, pour les personnes non blanches, j'ai pas d'équivalent. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit peut-être qu'on devrait, avec nos deux expériences qui sont assez enrichissantes chacun, faire cet objet dont on manque. Voilà. Et moi, mon intérêt pour ce sujet-là, des figures noires de l'histoire de France, a commencé justement au moment où on a rédigé ce manifeste à l'Opéra, puisque l'accroche de notre manifeste était une référence au chevalier de Saint-Georges, Joseph Bologne de Saint-Georges, qui est dans le livre, que j'avais découvert quelques mois avant en feuilletant le catalogue de l'exposition du musée d'Orsay, Le Modèle Noir, qui est en fait la traduction d'un projet d'exposition états-unien. Et donc j'étais tombé sur le chevet de Saint-Georges. J'étais assez étonné que, quand même, en étant assez éduqué, j'ai fait des études longues, je me considère quand même assez cultivé, et puis surtout je travaille dans le monde des arts académiques, musique classique, etc., que j'ai jamais entendu parler de ce personnage. Et donc à partir de là, j'avais commencé à faire quelques recherches en me disant, voilà, si j'ai pas entendu parler du chevet de Saint-Georges qui a l'air si illustre, j'en ai peut-être raté beaucoup d'autres. Et voilà. Et donc j'avais commencé un petit peu, mais juste comme passant, à m'intéresser à ce sujet. Donc ce livre, c'est un premier livre, mais est-ce que vous avez prévu une suite? Parce que là, j'entends que vous avez quand même fait beaucoup de recherches, vous avez sûrement trouvé beaucoup plus de figures qui ont marqué l'histoire de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, à la base, on avait une liste, moi, de mes petites recherches qui étaient plutôt basées sur les images. J'étais intéressé, je faisais du Google Images, très simplement, et j'étais intéressé par les photos que je trouvais, des tableaux, des représentations, des gravures, etc. Et donc, je les avais enregistrés dans un dossier sur mon ordinateur parce que je trouvais ça très très beau. Et du coup, quand on a commencé ce projet avec Léo, on s'est basé sur du coup la liste que j'avais. Il y avait environ 70 figures, mais c'était très masculin parce qu'évidemment, parmi les personnes invisibilisées parce qu'elles sont noires, les femmes le sont encore plus que les hommes. Et donc la liste était très masculine et une des décisions qu'on a prises dès le début quand on s'est lancé dans ce projet d'écriture, c'était qu'il y aurait la parité parfaite dans notre livre, parce qu'il n'était pas question justement de refaire de l'invisibilisation dans un projet qui lui-même était là pour visibiliser. Mais du coup, ça a demandé de faire des recherches supplémentaires pour finalement, dans notre fichier, en fait, arriver quand même à quelque chose d'assez équilibré en termes de genre. Et in fine, je pense que là, on en a entre 150 et 200, en sachant que les bornes donc, de ces recherches-là, il n'y a pas de limite dans le passé, c'est-à-dire le plus loin on peut remonter, le mieux c'est. Même si, pour être très honnête, les figures qu'on a trouvées, elles ont principalement... le début, c'est quand même le XVIIe siècle, et en fait surtout le XVIIIe siècle, avec notamment la Révolution haïtienne et toutes les grandes personnalités de la Révolution haïtienne. Par contre, comme limite maximum, on a décidé de s'arrêter à des personnalités qui étaient nées avant 1960.
1960 étant un petit peu une année charnière dans l'histoire coloniale de la France, puisque c'est l'année des grandes décolonisations des pays d'Afrique subsaharienne. Et pour nous, c'était important aussi que cet ouvrage soit un ouvrage à connotation historique. On ne voulait pas que traiter de figures trop contemporaines, parce que les figures contemporaines, déjà, elles continuent de produire, de s'exprimer, donc elles ont plus d'opportunités de se faire entendre, surtout au moment où on vit quand même, où les choses s'améliorent un petit peu. Et puis parce qu'on voulait vraiment traiter du passé et des références dans l'imaginaire historique national. Donc voilà, il a fallu qu'on fasse un choix, parce que pour un premier tome, on ne pouvait pas non plus traiter les 150 figures. On s'est arrêté sur 40, et c'est un choix qu'on a fait... C'était le choix du panachage. Donc le but, c'était que le livre soit pas trop thématique, qu'il soit pas thématique chronologiquement, qu'il soit pas non plus thématique par discipline, et qu'il soit pas non plus thématique par zone géographique d'origine. On voulait vraiment qu'en ouvrant le livre, le lecteur ou la lectrice puisse vraiment avoir des récits très très différents, qui se passent à des périodes très très différentes, avec des gens qui sont illustrés dans la politique, dans les arts et la culture, dans le sport, dans la médecine, la littérature, etc. Et surtout d'avoir quelque chose qui s'étendent sur plusieurs siècles. On a l'impression quand même de lire l'histoire de France à travers des vies individuelles. Et le but, c'était aussi qu'on puisse mélanger des figures qui, pour le coup, sont assez connues, comme Josephine Baker, par exemple, ou comme Senghor, avec des figures qui sont inconnues parce que ça serait difficile de les connaître. Je pense par exemple à ce chef cuisinier bordelais qui a été déporté depuis la côte africaine pour être vendu comme esclave à Saint-Domingue, puis ensuite qui a été ramené en Aquitaine, qui avait suivi cette formation de chef cuisinier et qui est devenu un notable en fait bordelais qui possédait pas mal d'établissements. Voilà, bon, à part vraiment, il y a une chercheuse justement qui a concentré ses recherches sur lui, et c'est grâce à son travail qu'on a pu faire cette biographie. Mais c'est normal que les gens ne le connaissent pas. Mais on trouve quand même que ce parcours-là est inspirant, et on voulait quand même le mettre aux côtés de grandes figures qui pourraient finir au Panthéon. Le but, voilà. Et on a aussi fait en sorte de laisser suffisamment de figures pour qu'elles puissent remplir d'autres tomes. Par exemple, Aimé Césaire, qui est peut-être le personnage français noir le plus connu, on va dire. On a décidé de ne pas le mettre dans ce premier livre, pour le mettre dans le second ou le troisième, parce qu'on se disait, on a déjà mis Senghor, en plus on a déjà mis les sœurs Nardal, on a déjà mis René Maran, qui est le premier Goncourt noir, on a mis Suzanne Lacascade, qui est la première autrice. On a suffisamment d'écrivains, on a suffisamment de matière autour de la négritude et de l'émergence de la négritude pour pas mettre trop l'accent dessus, et pouvoir aussi parler d'autres personnes qui ont contribué d'une façon un peu différente. Est-ce que vous avez des projets de traduction de Visible ? Alors ça serait super. Pour l'instant, on essaie surtout. Le livre est sorti en octobre dernier, donc on essaie surtout de le faire vivre. On apprend aussi, parce que moi je suis attaché de presse aussi de par mon parcours, et je suis plutôt habitué à travailler avec la mode, avec des industries où les choses vont très vite, où on est vraiment surtout maintenant dans des moments de visibilité qui sont instantanés, de promotion qui sont instantanés. Ce qu'on apprend avec le livre, c'est que ça prend du temps. Pour qu'un livre prenne, ça prend du temps. Il peut avoir du succès au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 10 ans. Et il faut aussi laisser le public en prendre connaissance, le bouche à oreille se faire, etc. Donc, en ce moment, on est surtout concentré sur la vie du premier en français. Mais évidemment, j'aimerais beaucoup qu'il soit traduit, parce que je pense que c'est toujours intéressant aussi de pouvoir ne pas forcément regarder les choses à travers le prisme des histoires nationales, mais de pouvoir un petit peu prendre du recul et de regarder finalement au niveau international, au niveau global, quelles ont pu être les trajectoires des personnes noires en fonction des pays, en fonction des cultures, en fonction des continents, comment ça s'est croisé. Parce qu'en fait, ces figures qui ont marqué l'histoire de France, elles sont rarement limitées à l'histoire de France. Déjà, en général, elles sont toutes afrodescendantes, donc forcément, il y a l'histoire du continent africain qui se pose à un moment. Beaucoup viennent des Caraïbes, donc c'est aussi une histoire américaine. Certaines viennent des États-Unis, donc c'est aussi une histoire nord-américaine. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant aussi que ça puisse être traduit pour que des personnes qui ne parlent pas le français puissent aussi s'intéresser à l'histoire de figures et à l'universalité finalement des valeurs qui ressortent un petit peu de leur combat et de leur vie. Les figures qui sont dans le livre ont été illustrées par Aurélia Durand. Est-ce que c'était un choix qui était intentionnel ? Est-ce que vous aviez déjà été en contact avec elle, vous connaissiez son travail ? Oui, en fait, dès le début du projet, on s'est dit que notre but, c'était vraiment de faire
de la vulgarisation historique, de faire un livre qui soit adressé au plus grand nombre. Déjà parce qu'on n'est pas chercheur, donc on n'a pas cette légitimité de faire un ouvrage pointu de recherche, parce que ça demande de l'expérience, des compétences qu'on n'a pas. Donc notre but, c'était vraiment d'être finalement les passeurs de témoins entre le monde de la recherche, qui fait un travail vraiment très scrupuleux basé sur une spécialisation avec un travail d'archives, etc., et le grand public qui en général ne s'intéresse pas à ces sujets parce qu'il faut vraiment être passionné. Et du coup, la question de l'illustration, elle est apparue comme une évidence dès le début, parce que l'illustration permet aussi de rendre les choses plus accessibles, ça donne envie, ça fait moins peur, en tout cas. Quand on voit un livre qui est illustré, on se dit, ah bon, c'est plus accessible, c'est plus pour moi, plutôt qu'un gros pavé de texte écrit dans une police toute petite. Elle s'est posée aussi de par la question de la représentation des personnages. Parce que la réflexion qu'on avait au début, enfin, on avait un peu anticipé les critiques qui peuvent être très françaises. Je ne sais pas si elles résonneront ici avec un public canadien, mais je crois que beaucoup aussi ont des liens avec la France. Mais nous, on a anticipé les critiques qu'on pourrait faire au livre, que finalement on n'a pas vraiment rencontré. Donc soit on a bien fait notre travail et on a balisé en amont, soit finalement on s'en est mieux tiré que ce qu'on pensait. Mais nous, ce à quoi on s'attendait, c'était des critiques qui disaient mais pourquoi, surtout en France, on n'aime pas du tout faire du communautarisme, on n'aime pas du tout, on va dire, parler des gens pour ce qu'ils sont en termes d'identité, que ce soit sur la question du genre, la question de la sexualité, etc. C'est la color blindness. Voilà. Donc on s'était dit, on va se faire accrocher sur le fait qu'on fait un livre sur les figures noires. On va dire mais pourquoi vous les traitez pas dans un livre d'histoire, pour qu'ils ne peuvent pas être mis au même niveau que tous les autres. Des critiques qui peuvent d'ailleurs venir de personnes blanches comme de personnes noires, les premières. Et donc vraiment dans notre réflexion et dans un petit peu l'ADN de la façon dont on voulait présenter le livre, on s'était dit, en fait, le fait que ces personnes soient noires, en tout cas perçues comme noires à la période où ils et elles ont vécu, et ça c'est un élément important, parce que ça, la perception, la race en tant qu'expérience sociale, elle est aussi située dans une époque. En fonction des époques, on n'a pas forcément la même perception. Donc en tout cas, perçues comme noires au moment où ils et elles ont vécu, c'est leur critère commun, mais ça ne les définit pas dans leur entièreté. Notre but, c'était aussi, derrière ce caractère commun, de montrer que chacun, chacune ont vécu leur identité de leur propre façon, et in fine, les personnes noires ne représentent pas une catégorie homogène, un bloc avec une seule façon de vivre son identité, une seule façon de s'approprier le fait d'être français ou de ne pas être français, etc. Et donc, on voulait que la présentation des figures, qu'elles apparaissent dans toute leur complexité. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de paradoxes, par exemple, dans ce livre-là, entre la contestation de la colonisation et en même temps des personnes qui en sont un petit peu des instruments parce qu'ils ont des responsabilités dans l'administration coloniale, etc. Et donc l'illustration, elle venait aussi on va dire, remplir cette mission-là, qui était de montrer la diversité des personnages. Et c'est pour ça dès le début, on a voulu travailler avec Aurélia, parce qu'on avait connaissance de son travail. Aurélia, donc, elle est française, elle est aussi métisse. Je sais, l'un de ses parents vient de Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Et en fait, Aurélia, elle a illustré beaucoup de livres à l'international, notamment aux États-Unis, des livres qui ont été des best-sellers, enfin des New York Times best-sellers, sur l'antiracisme et le féminisme notamment. Et ce qu'on aimait bien avec Aurélia, c'est que déjà, elle a une illustration qui est très moderne, c'est vraiment dans l'air du temps, la façon dont elle dessine, très dynamique. Et aussi, on voulait absolument une illustratrice qui soit en mesure de représenter les personnes noires dans toute leur diversité, que ce soit les carnations de peau, que ce soit les textures de cheveux, etc. On voulait quelqu'un avec qui on n'avait pas besoin à qui on n'aurait pas eu besoin d'expliquer, oui, bon, il y a plusieurs façons de représenter les personnes noires, et en plus, du coup, les personnes noires qu'on traite sont très différentes. Il y a des personnes qui ont un teint très clair qui pourraient passer pour blanches, et à l'inverse, il y a des personnes avec des cheveux très texturés. Donc, on veut qu'il y ait cette richesse-là, elle soit dans le livre, et Aurélia, c'était vraiment la personne parfaite pour ça. Et en fait, on l'a contactée dans un second temps, après avoir déjà trouvé un éditeur et avoir commencé à rédiger. Et elle a dit oui tout de suite. Elle nous a dit que c'était un projet qu'elle avait attendu, pas toute sa carrière, mais en tout cas qu'elle attendait un projet comme ça, et qu'elle était enceinte à cette époque. Elle a accouché au même moment où le texte est parti à l'imprimeur. Donc elle était enceinte, mais elle a travaillé de manière très très efficace en 2 mois. Elle avait tout fait et elle a vraiment compris là où on voulait en venir. Enfin voilà, on est très content d'avoir travaillé avec elle.
Et est-ce que vous avez réussi à retrouver des références pour toutes les figures? Est-ce qu'elles avaient toutes des représentations, des images, des photos, des peintures? Non, justement. Et c'est en ça que l'illustration, elle est utile aussi, parce qu'elle vient homogénéiser en fait la représentation. Si on avait choisi de représenter, enfin de mettre des images d'archives par exemple, des photos, des peintures, des gravures, ça aurait été intéressant parce qu'on aurait vu à quoi ressemblaient les personnes vraiment, et c'est toujours bien de pouvoir mettre un visage quand on lit une histoire, mais ça aurait été assez déséquilibré parce je pense qu'il y a un peu moins d'une dizaine, je dirais entre 5 et 8 personnes qui sont traitées dans le livre qui n'ont jamais été représentées parce que socialement elles n'étaient pas suffisamment importantes pour être représentées, ou en tout cas voilà, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de... Et du coup on serait buté à cet obstacle-là, c'est-à-dire c'est bien beau de représenter telle personne, mais si tout le monde ne peut pas être traité de la même façon, et en fait le dessin permet de surpasser cet obstacle-là, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, ce qui était aussi un enjeu dans la démarche, c'est-à dire que à partir du moment où on écrit un livre sur les figures historiques, se pose la question de mais c'est quoi les critères en fait pour décider que telle personne est une figure historique et telle personne ne l'est pas. Et c'est une question à laquelle on n'avait pas vraiment envie de répondre de manière très objective, et on voulait à la fois justement qu'il puisse y avoir des personnes qui finiront sûrement, certaines d'ailleurs qui le sont déjà, d'autres qui j'espère entreront au Panthéon bientôt, et à la fois des personnes qui n'entreront jamais au Panthéon, il n'y a pas de doute, mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas les considérer comme des grandes figures qui ont marqué l'histoire parce qu'elles sont inspirantes et que leur histoire finalement contribue à la grande histoire, et c'est juste un exemple parmi d'autres, mais on trouve ça quand même intéressant de parler d'eux. Donc ça permettait aussi de niveler, de mettre tout le monde au même niveau. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avec une personne que je rencontrais ce soir, c'est que l'illustration, ça permet de donner des pistes pour s'imaginer, mais ça laisse quand même de la place encore pour inventer un visage. Ça permet de pas... Vous savez, c'est comme quand vous lisez un livre et que quand vous lisez Harry Potter et vous allez voir Harry Potter au cinéma, une fois que vous avez vu le film, c'est fini. Vous avez l'acteur en tête et du coup, ça bride un peu l'imagination. Et comme on est vraiment là pour travailler sur les imaginaires, on trouvait ça intéressant d'avoir une forme de représentation qui donne des indices, mais qui laisse quand même aux gens la possibilité de laisser la place à leur imagination pour se jouer ces histoires-là dans leur tête. Vous le disiez tout à l'heure, certaines des figures qui sont dans le livre sont des figures historiques qui ont existé au XVIIe ou au XVIIIe siècle, mais il me semble que vous avez rencontré des figures qui sont toujours vivantes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui. Ben, je vous disais, donc la délimitation de notre sujet, c'était l'année 1960, c'était vraiment le critère. Aussi parce que quand on passe à une décennie en plus, on fait rentrer beaucoup de gens et qui sont plus connus. Donc on voulait vraiment aussi ne pas avoir trop de candidats, candidates. Et du coup, en faisant la sélection de cette manière, on a 7 femmes, je crois. C'est aussi intéressant en termes de genre. Plus on remonte dans le temps, plus c'est des hommes, et plus on... Voilà, ça s'explique pour beaucoup de raisons, hein. Mais en tout cas, les personnes qui sont encore vivantes, ce sont que des femmes. Et parmi celles qui sont les plus connues, il y a évidemment Christiane Taubira, donc, qui est une femme politique française d'origine guyanaise, qui a été notamment, elle a été élue députée, et on lui doit notamment cette grande loi sur la mémoire de la traite et de l'esclavage. On lui doit aussi en France le mariage pour tous. Elle a été garde des Sceaux, etc. Donc c'est vraiment une grande figure qui a porté beaucoup de combats très symboliques sur les questions de justice. Il y a Eusanne Palcy, qui pour le coup est une figure, alors peut-être qu'aux États-Unis elle est un peu plus connue, au Canada je ne sais pas, mais en France vraiment elle est inconnue, même des gens très 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 cultivés. Il y a cet été j'ai été invité par France Culture, qui est on va dire la chaîne publique de radio qui traite des questions culturelles, donc on est vraiment dans des personnes très très cultivées, des émissions sur des sujets très très pointus, etc. J'ai été invité dans le cadre d'une série d'été sur Angela Davis en 4 épisodes, et donc il m'avait invité pour le 4e épisode pour parler un petit peu de l'époque contemporaine, en fait, comment on se saisit de ce qu'Angela Davis a fait, etc. Et moi c'était au moment où on venait juste de finir le livre, donc mon propos dans le cadre de cette émission, c'était de dire que les Français connaissent Angela Davis et voient Angela Davis comme une pionnière, comme une figure, et c'est le cas, elle est impressionnante, mais Angela Davis elle-même a chanté les louanges de personnalités françaises noires qu'on ne connaît même pas. Elle avait débattu avec Gaston Monnerville, qui est aussi dans le livre, qui a été président du Sénat pendant 22 ans, qui est un peu notre Obama à nous, on pourra peut-être en parler après, dans l'émission, c'était Apostrophe,
je sais pas, une émission de Bernard Pivot, enfin, une émission de débat où c'était assez marrant parce que elle présentait sa vision états-unienne de l'antiracisme et en fait elle se heurtait complètement. Il y avait un peu un choc des cultures avec la vision de Gaston Menerville qui était quand même un pur produit de la République française avec sa colorblindness, etc. Elle avait croisé au moment de son exil une figure martiniquaise qui s'appelle Gertrude Archimède, qui était la première femme avocate noire en France, qui l'avait hébergée chez elle. Et donc dans sa biographie, Angela Davis fait le portrait de cette femme en disant à quel point elle a inspiré, etc. Et donc voilà, mon propos c'est de dire, on admire Angela Davis. Angela Davis admire des femmes françaises, vous n'avez jamais entendu le nom. Et donc à la fin on discutait, pour en revenir à la question, à la fin on discutait avec donc la personne qui faisait la programmation, et je parlais de Euzhan Palcy, et la personne ne connaissait pas Euzhan Palcy. Donc il faut savoir que Euzhan Palcy, pour la faire très rapide, Euzhan Palcy c'est une réalisatrice française d'origine martiniquaise, une femme noire, qui s'est pris de passion pour le cinéma toute petite, et qui, toute petite, en fait, était étonnée de ne pas se voir quand elle allait au cinéma, ou en tout cas de se voir que dans des rôles très comment dire, stéréotypés, réducteurs. Et du coup, elle s'est donnée pour mission de représenter les personnes noires dans des rôles principaux d'une façon plus réaliste. Et donc elle a produit son premier film à 23 ans, qui s'appelle Rucas-Nègre, qui est l'adaptation d'un roman d'un auteur entier qui s'appelle Joseph Zobel, quasiment une autobiographie. Et donc elle a produit en 1983 et qui a obtenu le César du meilleur premier film en 83. Donc c'est la première femme à obtenir le César du meilleur premier film, évidemment la première femme noire, et à 23 ans, enfin, ce qui est quand même absolument incroyable. Et son deuxième film, donc elle est partie de France après ça, parce que elle pensait que son César lui ouvrirait un petit peu les portes des maisons de production. Elle a eu beaucoup de mal à produire son premier film, on ne voulait pas lui donner d'argent. Elle pensait que son César lui ouvrirait les portes, et en fait, elle s'est rendue compte que la France ne souhaitait pas produire des films qui mettaient en avant des personnes noires parce que c'était pas suffisamment bankable. Donc elle est partie aux États-Unis, elle était en résidence au Sundance Institute, qui a été fondé par Robert Redford, qui l'a aidé à produire son deuxième film, qui s'appelle Une saison blanche et sèche, Dry and White Season, qui est une histoire de l'apartheid en même temps que l'apartheid, et elle a fait revenir Marlon Brando de sa retraite pour qu'il joue dans le film. Marlon Brando a un Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans ce film-là. Et du coup, ce film-là, c'est le premier film d'une réalisatrice noire produit par une major hollywoodienne. C'était MGM. Et donc Euzhan Palcy, pour le cinéma américain, et notamment pour toutes les grandes femmes noires de cinéma, Viola Davis... comment elle s'appelle, celle qui produit beaucoup de séries Netflix, Ava DuVernay, etc. Euzhan Palcy, c'est une pionnière, quoi. Mais en France, vous dites Euzhan Palcy, personne, voilà. Il y a juste là récemment, pour les 40 ans de son film, elle a eu droit à une rétrospective par le Centre Pompidou. Il était temps, mais voilà. Et pour finir, elle a eu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en novembre 2022, ce qui est peut-être la récompense la plus prestigieuse de l'industrie du cinéma. La seule autre femme française qui a eu cette récompense, c'est Agnès Varda, juste pour le parallèle. Et c'est passé... voilà, ça a été commenté un peu dans la presse, mais voilà. Et c'est toujours une question de se dire, mais en fait, qu'est-ce que les personnes invisibilisées, là c'est une femme noire, mais il y a aussi d'autres formes de personnes minorées qui font la même expérience, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit reconnu? Parce que même quand on obtient les récompenses les plus prestigieuses, on ne parle pas. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Binkadi, pour cet entretien. Je vous invite tous à lire Visible. Je vais dire Invisible. Erika va reprendre le truc. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a donné envie d'en apprendre un peu plus.